Shakespeare au cinéma. C'est un sujet qui a, en ce qui me concerne, je vais vous raconter ma vie. Moi, je suis tombé dans Shakespeare tout petit. Hein. Je devais avoir une dizaine d'années, et là où j'habitais à l'époque à Paris, il y avait à 100 mètres de chez moi un cinéma. Il y avait beaucoup de cinémas à l'époque, évidemment, dans les villes. Et dans mon quartier, il y avait un cinéma. Et puis un jour, il y a eu un film qui est arrivé. Alors j'allais voir des films comme ça, on allait dans ce cinéma-là parce qu'il était là. Il n'y avait pas forcément un travail de sélection des films proposés. Et puis un jour, je me suis trouvé, donc, il y avait un film qui s'appelait Hamlet. Et donc, j'ai encore dans les yeux ce balcon. C'était une petite salle, mais avec un balcon. J'étais au balcon. Et je suis rentré à Elseneur. Et j'en suis pas sorti. Je viens un hymne comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment moi. Le vrai moi, il est toujours à Elseneur. C'est-à-dire que, avec ce film, j'ai découvert un type d'émotion que, évidemment, étant enfant, je ne soupçonnais pas, et que j'ai toujours cherché à retrouver dans le cinéma, et évidemment dans le cinéma qui s'intéresse à Shakespeare. C'est pour ça que bon, j'ai eu l'occasion de, plusieurs fois, dans de différentes universités, d'essayer de faire partager cette passion, ce sentiment, avec des résultats d'ailleurs inégaux, parce que parfois il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, mais aussi parfois avec un certain succès, et ça m'a amené effectivement donc à commettre un certain nombre d'articles, à rencontrer un certain nombre de gens. Je n'ai pas eu la chance ou l'honneur de rencontrer Laurence Olivier. J'étais allé le voir au théâtre parce qu'une fois il était passé à Paris à la fin de sa carrière, et je voulais le voir en chair et en os. Et, même chose pour Orson Welles, un peu plus tard, Othello. Alors c'est pareil, c'est cette espèce de magie cinématographique propre à Welles qui est capable de faire quelque chose d'extrêmement brillant avec 3 francs 6 sous, puisque c'est un film qui a été produit dans des conditions totalement acrobatiques, son Othello, où il a tourné pendant des semaines et des mois, en tournant 3 jours par-ci, 3 jours par-là, en tournant parfois avec il n'avait pas les comédiens, alors il prenait des doublures, et il leur mettait un grand manteau avec une cape, puisque ça allait très bien dans l'histoire, et il les faisait jouer de dos, et il refaisait les bandes-sons, les paroles. C'est-à-dire que c'est un film qui est entièrement bidonné, et en même temps c'est un pur chef-d'œuvre. Et donc évidemment, Shakespeare, avec des gens comme ça, c'est vraiment tout à fait impressionnant. Alors après, bien sûr, il y a la découverte. J'avais découvert aussi, grâce à un prof d'anglais, miracle, qui s'intéressait au cinéma, c'est pas souvent, surtout à l'époque, qui nous avait signalé le Henri V de Laurence Olivier aussi. Alors c'était un film qui était mal vu en France, qui n'avait pas été distribué en France, Henri V. Et vous devinez pourquoi, j'imagine. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que c'était considéré. Non mais je veux dire, l'idiotie n'a jamais de limite, n'est-ce pas, en France comme ailleurs. Et il y avait des gens les distributeurs français avaient dit on ne va pas sortir un film comme ça, c'est un film anti-français. Hein, donc c'est la stupidité de ces gens-là n'a pas de limite. Et donc je ne sais plus très bien comment c'est. Je me souviens avoir vu ce film un dimanche matin, donc c'était quelque chose genre ciné-club. Et c'est pareil, Henri V. Avec cette formidable invention plastique, puisqu'il nous fait rentrer il nous montre le théâtre de Shakespeare, il nous fait rentrer dans le théâtre de Shakespeare, et ensuite il nous fait rentrer dans les miniatures médiévales, donc je veux dire, c'est plus lui-même en tant que comédien, enfin, c'est un pur chef-d'œuvre que je n'ai pas remarqué dans la programmation. D'ailleurs, non, on va faire une liste comme ça. Non, mais là je l'ai justifié, on avait dit c'est un film d'un metteur en scène. Elle se défend. Vous comprenez pourquoi Francis a préféré rester au lit et au chaud. Non, il savait que le début, bien sûr. Non, mais cela dit, si vous voulez, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même des cinéastes qui ont pesé plus lourd dans l'histoire de Shakespeare au cinéma que d'autres. Hein. Et c'est le mérite de Laurence Olivier d'avoir montré, contre l'avis d'ailleurs des Shakespeariens anglais, d'avoir montré
montrer que le cinéma pouvait aborder Shakespeare sans le trahir, parce que ça c'était un des thèmes qui a été longtemps développé. Et à peu près à la même époque, c'est pas forcément passionnant en termes de cinéma, ça peut être passionnant évidemment pour les gens qui s'intéressent au monde du théâtre. Et donc il y a cet exemple curieux, effectivement, il y a dès le tournant du 19e au 20e siècle, quand le cinéma se met en route, on a un certain nombre de films très courts qui évoquent des scènes comme ça. Alors parfois il y a des scènes qui sont choisies pour leur côté fantaisiste, voire un peu, quand c'est Prospero par exemple, où on a des apparitions du sauvage, des choses comme ça. Alors c'est presque plus intéressant pour les gens qui feraient une ethnographie du cinéma de l'époque que par rapport à Shakespeare proprement dit. C'est évident que Shakespeare a commencé à exister pour de bon au cinéma avec le son, parce qu'il y a le texte, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Alors avec des hauts et des bas bien sûr, puisque Hollywood à l'occasion s'était emparé évidemment de Shakespeare, et y compris parfois avec des comédiens américains. Et alors là on entre dans un autre débat qui est celui évidemment de la pratique des accents. Ça va jusqu'à Al Pacino d'ailleurs, puisque Al Pacino, qui est un très grand acteur, un très grand admirateur de Shakespeare, et qui est un très grand militant de Shakespeare, si je puis dire, mais qui reste quand même le latino new-yorkais qu'il est. Mais ça existait déjà avant. Voilà, le metteur en scène qui intervient. Du coup, est-ce que, bon, on en reparlera certainement avec Anne-Marie aussi, mais est-ce que dans les années 80, au moment où on a tout ce retour vers des grands classiques et cette tendance que les critiques ont appelé le heritage cinéma, le cinéma qui revient sur le patrimoine littéraire historique, est-ce que là il y a proportionnellement plus d'adaptations de Shakespeare, ou est-ce que ça sort un petit peu de ce heritage movement Je veux dire, je ne me suis pas posé la question en termes statistiques du tout. Ce que je sais, c'est que régulièrement, il y a des gens qui, pour des raisons diverses, pourquoi est-ce qu'on fait un film d'après Shakespeare? Alors, soit qu'on a un metteur en scène qui est souvent un metteur en scène de cinéma, mais aussi de théâtre. C'est-à-dire que pour aborder Shakespeare, je crois qu'il faut avoir une expérience extrêmement étendue, expérience des pièces elles-mêmes, expérience de la langue, qui est une langue qui est quand même assez lointaine, même pour les Anglais, et même pour des gens cultivés, et donc qui sont des gens qui savent qu'ils vont devoir couper dans les textes, puisque, comme vous le savez, les pièces originales duraient très au-delà des 2 heures qui sont le format habituel des films de cinéma maintenant. Donc il y a déjà plein de questions qui se posent par rapport aux gens qui entreprennent cette tâche qui peut être intimidante quand même, de se dire, ben là il y a Shakespeare, ben moi je vais faire quelque chose sur Shakespeare. L'autre problème, qui n'est plus le problème du metteur en scène, mais qui est le problème des comédiens, c'est-à-dire qu'il faut trouver des pointures. Alors là encore, très souvent, on trouve des gens, je parlais des soviétiques, c'est le cas aussi, des gens qui ont à la fois l'expérience du cinéma, mais aussi l'expérience du théâtre, c'est-à-dire qui ont été capables de travailler dans ces deux domaines qui sont à la fois très proches et aussi très différents. Ce qui fait qu'effectivement, on ne dit pas le soliloque d'Hamlet de la même façon sur une scène où il y a 50 mètres de distance minimum entre le premier spectateur, ou bien au cinéma, avec évidemment cette invention à la fois du gros plan et de la voix off, n'est-ce pas, qui sont des choses qui n'ont pas toujours existé au cinéma. Ça, c'est une des inventions du cinéma, y compris, on le voit justement dans le fameux monologue d'Hamlet par Laurence Olivier, c'est-à-dire cette capacité de faire entrer le spectateur dans la tête du narrateur. Alors tout ça peut paraître évident aujourd'hui, sauf que ça n'a pas toujours été. Il y a toujours un moment où il y a des gens qui inventent ce genre de choses. Il y a aussi le problème des références, toujours dans le même film. Il y a des références à la peinture du 19e siècle. Par exemple, je pense à la mort d'Ophélie, et on voit Ophélie flottant sur la rivière. Et voilà, et c'est un tableau pré-raphaélite, et ainsi de suite. Toujours chez Laurence Olivier, qui est toujours un bon point de départ, à mon avis,
il y a la psychanalyse. C'est-à-dire que le château d'Hamlet chez Laurence Olivier, c'est un château onirique. C'est un château où on circule dans les couloirs comme dans un rêve, où on arrive dans des pièces où il n'y a pas de porte. Ce sont où les fenêtres, le vide est toujours présent. On se promène dans les escaliers et cette impression de vertige continuel. Donc on voit très bien que le travail de Laurence Olivier, il avait été critiqué d'ailleurs à l'époque parce que beaucoup de gens disaient, bon, il est allé chercher midi à 14h, mais quand on revoit le film aujourd'hui, on se rend compte qu'il était allé travailler dans ce que le cinéma et le cinéma seul peut apporter. On peut faire des choses formidables au théâtre, on peut bouleverser les salles, mais l'émotion au cinéma, c'est autre chose. Elle passe par des moyens différents. Et c'est pour ça que je reviens toujours à ce film de Laurence Olivier, donc, que je ne me lasse pas de voir et d'en voir, parce qu'il avait trouvé toutes sortes d'astuces. Souvenez-vous du roi et de la reine. Hein. Qui est-ce qui se souvient du roi et de la reine? On a des bons points à distribuer tout à l'heure. Du roi et de la reine dans Hamlet de Laurence Olivier. C'est une chose très simple, mais très efficace. Que ça se souvient. Alors, à quel ça de vous se souvient? Alors, le roi et la reine, quand vous reverrez le film chez vous avec le DVD, le roi et la reine, ils sont habillés comme des rois et de reines de jeux de cartes. Alors c'est tout simple, quand on les voit, ça paraît évident. On est soi-disant dans la cour du roi du Danemark, et le roi et la reine sont des rois de jeux de cartes. Et ça ajoute à ce réalisme qui n'est pas réaliste du film, c'est-à-dire cet onirisme du film. Alors là, bon, je parle de Laurence Olivier parce que ça fait partie de ces films, à mon avis, qui ont marqué une date, un tournant dans l'histoire du cinéma, à tous égards. Il a fait d'autres films, d'autres compositions, d'autres films ont été faits, bien sûr. Je pense, on peut bien sûr revenir sur Orson Welles, qui sont sur Othello, par exemple. Alors, je vous ai expliqué que, bon, c'est pareil, c'est un bricolage avec Othello, mais le film tient parfaitement la route, encore aujourd'hui, avec Suzanne Cloutier, comédienne québécoise, qui fait Desdémone. Alors là, c'est pareil, Suzanne Cloutier habitait au Canada, et donc venir en tourner en Europe, pour elle, c'était un vrai problème. Donc en fait, elle est très peu souvent à l'image, et il y a beaucoup de scènes où elle est filmée de dos, c'est pas parce qu'on avait trouvé d'autres jeunes femmes. Donc vous voyez, au cinéma, la transposition de Shakespeare, elle passe souvent par un bricolage génial, en quelque sorte. À la fois une connaissance extrêmement approfondie, c'est-à-dire que quand je parlais d'Othello de Shakespeare, le comédien qui fait Iago, Michael Lyamore, qui est un comédien irlandais, et quelqu'un qui avait joué ça pendant des années, et qui a une parfaite maîtrise du personnage. Et évidemment, ça change forcément les choses. Et un des problèmes qu'on a eu quand il y a eu cette avalanche de films dans les années 90, où d'un seul coup, toutes sortes de comédiens, y compris comédiens américains, qui avaient découvert Shakespeare dans les mois ou les semaines qui précédaient, se mettaient à vouloir jouer Hamlet ou autre, et c'est qu'on a des œuvres qui ne tiennent pas la route, tout simplement. Donc, c'est un jugement que je porte, vous n'êtes pas obligé évidemment d'être dans la vie, mais ça demande un approfondissement et une culture et un travail du comédien, bien sûr, qui est tout à fait, qui sort, à mon avis, de l'ordinaire. C'est une pierre de touche, en quelque sorte. Hein? C'est vrai que dans les années 80-90, il y a quand même Branagh qui sortait du théâtre aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça va être intéressant de vous entendre là-dessus. Écoutez, vous savez que j'avais fait une série de portraits de cinéastes pour Canal+. Donc certains sont passés ici, Peter Greenaway, Ken Loach, Mike Lee, des trucs comme ça. Bon. J'ai arrêté, ou plutôt cette série s'est arrêtée pour une raison que je peux vous indiquer tout de suite, c'est que je travaillais avec un producteur et sous la houlette aussi
d'un journaliste, et tous les deux ont eu la mauvaise idée de casser leur pipe, ils sont morts tous les deux, et d'un seul coup, vous avez beau avoir fait une demi-douzaine de films pour Canal+, d'un seul coup, on ne vous connaît plus, parce que vous n'avez plus les transposes, par exemple, Shakespeare, à la fin des années 30, au moment où la guerre se prépare, évidemment, ça prend, en particulier pour le public européen, une dimension tout à fait importante. Non, Branagh, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, et j'aurais bien aimé faire un film sur lui. Malheureusement, nous ne nous parlons plus depuis un certain temps. Voilà. S'il y a des journalistes dans la salle, ils peuvent faire un titre comme ça, Kenneth Branagh et Philippe Pillard ne se parlent plus. Voilà. Et Philippe Pillard regrette, bien sûr. Du coup, c'est vrai que Branagh a adapté au cinéma plusieurs pièces de Shakespeare, mais il a eu le mérite, comme je disais tout à l'heure, les deux pièces qu'on a passées cette semaine, je le montrais, d'adapter des pièces qui n'étaient pas forcément les plus connues, les comédies dites leaders, c'est discutable, mais qui n'étaient pas les plus connues du grand public, hein, comme Beaucoup de bruit pour rien, dans Slave is Lost, dont il a fait une comédie musicale. Du coup, ma question c'est, voilà, qui sont les bien-aimés et qui sont les mal-aimés dans toutes ces adaptations? Je ne suis pas sûr d'avoir la compétence pour répondre de toute façon. Ce que je crois, c'est que la perception que Outre-Manche on a de Shakespeare, elle est forcément différente de la nôtre. D'abord parce que Shakespeare est évidemment un plat qui est resservi régulièrement dans les établissements scolaires. Hein. Et vous savez comme moi, je crois qu'il y a des enseignants dans la salle, qu'un bon moyen de dégoûter les gens de certaines œuvres, c'est de les mitonner, de les mijoter dans les CES, dans les lycées, n'est-ce pas? Ce qui fait que d'un seul coup, les gens ne s'intéressent plus à Molière, ne s'intéressent plus à Racine, ne s'intéressent plus, enfin bon, parce qu'on leur a cassé les pieds au lycée ou au collège. Pas de mon temps, c'était comme ça, enfin c'était il y a longtemps, donc je suis sûr que ça s'est amélioré. Et donc, il se passe un peu la même chose outre-Manche, s'agissant de Shakespeare, c'est-à-dire que, évidemment, les chères têtes blondes d'outre-Manche baignent dans Shakespeare depuis leur plus jeune âge. Il y a souvent des expériences, enfin presque toujours d'ailleurs, des expériences théâtrales, c'est-à-dire que dans les collèges et les lycées britanniques, c'est rare qu'il n'y ait pas un théâtre ou une salle qui sert de théâtre, et où on demande aux élèves de monter des pièces. Alors ça c'est une expérience formidable, c'est-à-dire de faire, parce que c'est un bon moyen de comprendre les pièces, ou de comprendre qu'on ne comprend pas, mais c'est déjà un progrès. Et donc, la pratique de la langue et de la pièce dans le milieu scolaire fait une différence fondamentale entre les gens qui se contentent de regarder un spectacle et ceux qui l'ont vécu et qui, le vivant, comprennent des choses que probablement ils n'auraient pas comprises s'ils étaient restés dans la salle. Donc, si on ajoute à ça que, par exemple, à la grande époque de BBC, il y avait le Shakespeare par BBC, c'est-à-dire qu'on avait rameuté tous les comédiens shakespeariens autour des années 60-70, si j'ai bonne mémoire, et où tout Shakespeare avait été ratissé, et ainsi de suite. Voyez. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, Shakespeare, d'ailleurs, j'entendais parler de Game of Thrones, tout à l'heure, cette série. Bon, il est évident que les gens qui écrivent du Game of Thrones ont lu un certain nombre de textes, dont les textes de Shakespeare. Donc, il y a dans les conflits qui sont évoqués dans ce genre d'histoire, Shakespeare est au coin de la rue toujours. Donc, Shakespeare est en permanence dans le monde culturel anglo-saxon en général, mais particulièrement britannique. Donc, parfois, peut-être jusqu'à l'exaspération ou l'ennui, hein, ça c'est possible aussi, mais c'est vraiment très très présent. Avec évidemment un cas particulier qui est l'exploitation touristique quand il s'agit d'aller à Stratford, qui est devenu un des hauts lieux de pèlerinage où, comme tout le monde, bien sûr, je suis allé à Stratford pour plier le genou. Hein, et c'est vraiment émouvant. Quand on arrive dans la chapelle, c'est émouvant, c'est comme ça. On a beau savoir que, mais bon, voilà. Il y a tout, vous parliez des séries, mais c'est vrai qu'il y a tout un engouement aussi assez récent, là,
devait exister avant, mais qui revient beaucoup sur la période élisabéthaine en général. Hein. Vous parlez de séries, il y a eu cette série sur les Tudors qui a très bien marché en France aussi. On a eu plus récemment Gauffreau qui est passé sur Arte le mois dernier. Donc cette période élisabéthaine aussi qui fascine pas mal. C'est-à-dire que la période élisabéthaine, on le voit y compris dans le film qui a été présenté aux lycéens l'autre fois, c'est une très bonne idée, c'est de leur montrer comment se met en place un pouvoir absolu, un pouvoir politique absolu. Et à cet égard, Julie Dench faisait une formidable reine. Et en même temps, comment les œuvres théâtrales ou littéraires et autres participent de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel, la poésie, les romans et les pièces de théâtre. Ça fonctionne dans un système qui est à la fois économique et politique. Alors dans le film, on le voit très bien d'une façon amusante, c'est-à-dire que si vos affaires ne marchent pas très bien, vous vous retrouvez avec des dettes et vous avez toutes les chances de tomber sur des gens qui vont vous mettre les pieds sur une poêle à frire, de façon à bien vous montrer qui c'est le patron, en quelque sorte, les gangsters de l'époque. Et moi, j'étais très content que ce film soit présenté aux élèves, parce que c'est un moyen de leur dire, mais n'écoutez pas ceux qui vous disent que la littérature classique, c'est casse-pied et autres. Non, si vous avez le bon médium, et si vous faites l'effort, le petit effort qui suffit, vous trouverez des choses passionnantes. Hein. Alors ce sont probablement des conseils qui ont été donnés aussi à des gens qui travaillent à la télévision, dont certains, comme vous le savez, sans doute savent lire et écrire quand même. Hein. Et donc, effectivement, qui ont décidé de faire des choses comme Game of Thrones et autres. Sachant que ces œuvres sont toujours des coproductions avec les télévisions anglophones à travers le monde, c'est-à-dire avec l'Australie, avec le Canada, avec la télévision publique PBS aux États-Unis et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a le haut de gamme et il y a le bas de gamme. Et dans ce cas-là, c'est le haut de gamme. Et malheureusement, bon, les Français ne participent pas de ces échanges-là, qui font que ces œuvres-là, on les verra en Nouvelle-Zélande, en Australie, voire en Afrique du Sud ou ailleurs. Oui, bon, mais ça, c'est le résultat d'une situation historique. Alors on a peut-être, je ne sais pas trop quelle heure il est, on a un petit peu de temps pour laisser des questions au public. 5 minutes, oui. Bon, en tout cas, c'est pas fini, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai pris quelques notes et bon, on a lancé pas mal de choses qui vont bien nous permettre d'embrayer sur la discussion suivante, donc qui sera plus précisément sur la question de l'adaptation et les liens entre théâtre et cinéma. Et puis j'ai vu Anne-Marie et Gaëlle évoluer sur leur siège et hocher la tête à plusieurs reprises, donc je pense qu'elles ont beaucoup de choses à vous dire.